Non, le micro ne fonctionne pas, c'est l'autre micro. On n'entend rien. Ah. Non, tu as fermé là. Ok, C'est bon. mesdames, messieurs, chers collègues, honorablement jurés, l'audience est ouverte. Nous sommes réunis aujourd'hui pour entendre la soutenance publique du mémoire de fin d'études de Guerville Labastille et Guerville Labastille en vue de l'exposition de leur diplôme d'économie. Le travail qui nous est présenté se titule Modèle économique et stratégie de déploiement d'une plateforme de gestion scolaire, nos codes en Haïti. Le jury est composé ainsi Dr. Samuel Dr. Christophe rapporteur et de moi-même, Louis Duverger, en qualité de président du jury. Mesdemoiselles Guerville et Guerville, vous disposez de 10 minutes pour exposer un livre de votre objectif. Je vous invite à tirer le temps. Maintenant, vous avez la parole. Bonsoir, Madame, Messieurs les membres du jury. Bonsoir, cher public. Nous vous remercions pour le temps que vous nous accordez pour votre présence. Je suis Guerville Labastille et voici ma sœur Guerville Labastille. Nous allons vous présenter notre mémoire de licence intitulée Cette présentation qui se fera à tour de rôle. Merci déjà de votre attention. Notre présentation suivra 6 grandes étapes. Nous reviendrons d'abord sur le contexte et la problématique, puis sur le cadre théorique et la méthodologie suivie. Nous présenterons ensuite les résultats de notre enquête menée à Jamel, la validation de nos hypothèses, le modèle économique et la stratégie de déploiement que nous proposons, avant de conclure et d'ouvrir sur les perspectives. Partout dans le monde, la digitalisation transforme la gestion des établissements scolaires. En Haïti, cette transition reste freinée par des contraintes bien connues, instabilité énergétique, accès limité à Internet et surtout une capacité de paiement très fragmentée selon la taille des écoles. Les solutions numériques importées, conçues pour d'autres marchés, ne tiennent pas compte de ces réalités. C'est ce constat qui nous a conduit à notre problématique centrale. Quel modèle économique et quelle stratégie de déploiement permettent d'assurer l'accessibilité, la viabilité et la soutenabilité d'une plateforme de gestion scolaire no-code dans le contexte haïtien? Notre objectif général, c'est d'analyser le modèle économique et la stratégie de déploiement les plus appropriées pour assurer la viabilité, l'accessibilité et la soutenabilité d'une telle plateforme. Pour y répondre, nous avons formulé 3 hypothèses. Premièrement, qu'un modèle économique flexible, adapté aux capacités financières des écoles, favorise sa viabilité. Deuxièmement, que la prise en compte des contraintes d'infrastructure via des fonctionnalités mobiles et hors ligne favorise son accessibilité et son adoption. Et troisièmement, que l'approche no-code favorise l'autonomie des établissements et la soutenabilité organisationnelle de la solution. Sur le plan théorique, nous nous appuyons sur 3 cadres complémentaires. Le modèle économique d'Osterwalder et Pigneur, la stratégie concurrentielle de Porter et le modèle d'acceptation technologique de Davis. La revue de littérature montre que les modèles EdTech des pays en développement, freemium, subvention croisée, B2G, abonnement classique, peinent à s'adapter à un pouvoir d'achat faible et irrégulier. Les technologies no-code apparaissent alors comme une piste intéressante car elles réduisent les coûts de développement et facilitent l'adaptation locale des solutions. Le no-code revient souvent dans notre titre. Il est donc utile de s'arrêter un instant sur ce que ce terme signifie réellement. Le no-code est une approche de développement qui permet de créer des applications et plateformes numériques fonctionnelles sans programmation complexe, grâce à des outils visuels de configuration. Elle réduit les coûts, accélère la mise en œuvre et facilite les ajustements par l'utilisateur final. Nous avons retenu une approche méthodologique mixte combinant revue documentaire, entretien semi-directif et questionnaire.
Notre terrain est la commune de Jacmel, choisie parce qu'elle concentre à échelle réduite les principales contraintes du système éducatif haïtien, soit déficit énergétique, hétérogénéité des établissements et capacité de paiement fragmentée. Concrètement, nous avons mené 20 entretiens avec des directeurs d'établissement et administré un questionnaire auprès de 6 écoles. Pour renforcer la validité de nos résultats, nous avons triangulé les sources, les méthodes et les acteurs, tout en respectant des précautions éthiques strictes, consentement éclairé, anonymat et droit de retrait. Nos résultats de terrain confirment l'ampleur du défi. 71% des écoles enquêtées fonctionnent encore exclusivement avec des registres papier. La totalité des répondants signalent une connexion Internet faible ou même irrégulière et 65% évoquent un manque d'équipement informatique. Malgré ces freins, 100% des responsables interrogés estiment que le numérique peut améliorer significativement leur gestion. Ils en attendent surtout un gain de temps administratif, cité par 93% d'entre eux, et une réduction des erreurs, citée par 86%. Concernant la capacité de paiement, nous avons observé une forte hétérogénéité. Les grandes écoles qui disposent de marges budgétaires plus confortables, contrairement aux petites structures. Malgré cela, 86% des responsables se disent prêts à mobiliser des moyens pour entamer leur transition numérique, à condition que le coût reste raisonnable et prévisible. Le paiement mensuel est la modalité la plus largement souhaitée car elle permet de lisser la trésorerie sur l'année scolaire. Et le mobile money apparaît comme une solution de paiement particulièrement bien adaptée au contexte haïtien. Nos 3 hypothèses sont validées par les données de terrain. Hypothèse 1 est validée. Un modèle hybride combinant abonnement modulable, échelonnement des paiements et subventions est plus adapté qu'un abonnement uniforme en déterminant. Hypothèse 2 est validée. Les contraintes d'électricité et de connectivité rendent une architecture offline first et mobile first incontournable. Hypothèse 3 est validée. L'approche no-code réduit la dépendance aux prestataires techniques externes et favorise l'autonomie des établissements à condition d'un accompagnement adéquat. Face à cette hétérogénéité, nous proposons un modèle économique hybride et segmenté en 3 catégories. Les grandes écoles urbaines qui disposent de plus de ressources accéderaient à un abonnement premium complet. Les écoles de quartier qui représentent la majorité du marché bénéficieraient de forfaits intermédiaires avec paiement trimestriel alignés sur les cycles scolaires. Enfin, les écoles rurales ou à faibles ressources accéderaient à une version freemium financée en partie par une subvention croisée provenant des revenus des grandes écoles, complétée par des partenariats avec des ONG. L'ensemble du dispositif intègre des modalités de paiement adaptées au contexte local, notamment le mobile money. Pour limiter les risques, nous proposons un développement progressif en 3 phases. La première est un projet pilote à Jacmel sur 4 à 6 écoles représentatives pendant 6 à 9 mois avec formation et suivi rapproché. La deuxième phase étendrait l'expérience à l'ensemble du département du Sud-Est en consolidant le modèle économique et en développant un support technique régional. La troisième phase viserait un passage à l'échelle nationale avec standardisation des procédures et une intégration progressive avec les systèmes du MENFP. À chaque étape, des indicateurs précis, soit utilisateurs actifs, taux de renouvellement, satisfaction, gain de temps administratif, permettront de mesurer les résultats avant de passer à l'étape suivante. Notre étude se conclut par des recommandations adressées à 4 catégories d'acteurs. Aux entrepreneurs et tech, nous recommandons de privilégier une architecture mobile et hors ligne, une tarification ajustée aux réalités locales et l'intégration du mobile money. Aux décideurs publics comme le MENFP et la DDESE, nous suggérons des mesures incitatives et un cadre de protection des données scolaires. Aux bailleurs et ONG, nous recommandons de financer les phases pilotes plutôt que d'imposer des solutions importées. Enfin, aux directeurs d'établissement, nous conseillons une transition progressive accompagnée d'une formation du personnel et de la désignation d'un référent numérique interne. Notre recherche comporte 3 limites qu'il convient d'assumer avec honnêteté. La première tient à la taille de l'échantillon 20 entretiens,
qui relève d'une démarche exploratoire plutôt que d'une généralisation statistique. La deuxième tient au choix de terrain unique, Jacmel, qui ne couvre pas toute la diversité du pays, notamment les grandes métropoles. La troisième est méthodologique. Nous avons mesuré une volonté de pays déclarée et non des comportements d'achat effectifs. Ces limites couvrent des perspectives claires. Une étude comparative avec d'autres pays aux contraintes similaires, l'exploration de la dimension genre dans l'adoption du numérique et surtout la mise en œuvre concrète du projet pilote que nous proposons. En conclusion, notre recherche montre qu'aucun modèle économique standard, importé d'autres contextes, ne peut répondre seul aux contraintes du marché éducatif haïtien. Un modèle hybride articulant tarification adaptée au cycle scolaire, architecture hors ligne et autonomie no code apparaît à la fois nécessaire et réalisable. Nos trois hypothèses sont validées et notre stratégie de développement segmenté trace une voie concrète de l'unité technologique du secteur éducatif haïtien. La véritable question est désormais comment nous pourrions transformer cette vision en une réalité au bénéfice de nos établissements scolaires. Nous remercions notre encadreur, le Dr Fred Selimène, pour son accompagnement tout au long de ce travail, ainsi que les membres du jury et notre cher public pour leur attention. Nous restons à présent à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Pour cette présentation, vous avez écouté l'heure. Nous allons passer à la phase de remarques sur gestion publique, ainsi que la question de celle de parole à Dr. Christophe Ovinas, pour sa qualité de marketing. Vous avez la parole pour nous. Merci, Madame la Présidente, pour ce travail et merci à mon collègue Fred Selimène pour son courage. Et on dirait que les sœurs sont bien, ont pu bien s'entendre pour faire la présentation. Je les félicite pour leur présentation. Je trouve que ça a le mérite d'être clair et je les félicite également pour leur texte. Certes, il y a des choses qu'on va pouvoir corriger, on va passer en revue ces éléments-là, mais dans l'ensemble, c'est un texte fort appréciable pour un mémoire de licence. Bon, et on va commencer avec les remarques. J'ai envie de commencer avec sur la forme déjà. Je demanderai aux étudiantes de trouver ou d'appliquer déjà la page de couverture. Il faut vraiment faire un travail sérieux, puisque c'est pas aux normes, c'est pas la page de couverture. C'est vrai qu'il y a un effort, une volonté, mais on n'accepte pas de demi-mesure. Et puis, dans l'ensemble, on peut dire on peut constater cette volonté de respecter le canevas, d'accord, même s'il y a des légèretés. Par exemple, on a montré à nos étudiants comment générer automatiquement la liste des tableaux et des figures, ou on peut l'appeler la liste des illustrations, pour ne pas répéter les mêmes choses. Parce que comme pour la table des matières, oui, on peut générer ça automatiquement et faire un travail propre. Malheureusement, c'est pas le cas. Voilà. Je n'ai pas l'impression, en termes de marge, malheureusement, je ne peux pas vérifier ça, mais il faut vérifier que les marges qui sont définies à l'IUS, arrêtées à l'IUS dans le canevas, soient correctement prises en compte. Toujours sur la forme, je trouve qu'il y a quand même un travail à faire parce que quand on fait, on a une liste, par exemple, la liste doit se retrouver en retrait, alors que
dans leur texte. Malheureusement, par exemple, à la page 4, dès l'introduction, on dirait qu'elles n'arrivent pas à vraiment... donc, il y a un travail de formatage et à faire à ce niveau-là. Autre élément sur la forme, je rappelle qu'il y a des règles claires en matière de référencement, de citation dans le texte, à la fois direct ou indirect, et la bibliographie. Donc, tout ceci doit être correctement présenté. Or, dans le texte, il y a des légèretés. Donc, j'invite les étudiantes à vraiment reprendre le travail. Et je rappelle également, toujours sur la forme, quand on a des illustrations, il y a un titre avant le titre. Ensuite, il y a le corps de l'illustration et après, il y a la source. Donc, ce n'est pas le cas. Par exemple, à la page 6, c'est vraiment... ce tableau-là est très mal présenté. Donc, il y a... En tout cas, j'invite les étudiantes à prendre en considération ces éléments-là. Autre chose, donc c'est pareil, j'ai pris l'exemple de la page 6, mais dès qu'il y a une illustration, il y a le titre qui arrive en premier. Ensuite, le corps de l'illustration, doit être, le corps doit être assez sobre et lisible, d'accord, pour permettre au lecteur de comprendre. Et il y a la source. On n'inverse pas, s'il vous plaît, et les positions. Merci de respecter ça parce que ça dérange dans le travail. J'ai déjà parlé de la bibliographie. J'invite les étudiantes à faire attention et à au moins revisiter la bibliographie selon les normes à part de l'IUS. Bon, sur le plan de la langue, je reconnais qu'il y a un effort, mais quand même, il y a quand même la nécessité de relire parce qu'il y a quand même surtout des fautes de syntaxe. Donc, j'invite les étudiants à faire attention avec les fautes de syntaxe, parce qu'une faute de syntaxe peut être un mot qui n'est pas bien utilisé, ou donc pas à sa place, un mot où on a oublié, voilà, ou encore un problème de ponctuation. Donc, j'invite les étudiants à relire tranquillement leur travail pour au moins, bien entendu, l'améliorer. Aussi, on va dire sur, on a parlé des tableaux, on a parlé des figures, on a parlé de la bibliographie, la nécessité de relire le texte. On peut dire qu'il y a aussi lieu d'harmoniser, surtout il y a les sigles qu'il faudra vraiment prendre en compte. Par exemple, quand on fait une citation également, les intitulés institutionnels, merci de les vérifier pour harmoniser tout ça. C'est très, très important qu'on puisse vraiment respecter, en tout cas utiliser les bons acronymes, sigles, etc. Autre élément sur la forme, je trouve que il y a beaucoup de répétitions. Il y a beaucoup de répétitions. Il faudra vraiment penser à alléger quelques passages qui seraient un peu trop, on va dire, descriptifs, d'accord, afin de mieux articuler les propositions stratégiques avec les résultats. Donc, c'est très, très important. Quand on prend la cohérence, c'est important. Il y a des éléments qu'il faudra virer, enlever, mais pour vraiment aller un peu dans l'analyse, le rapport avec tout ce que vous avez trouvé sur le terrain. Donc, je trouve que sur la forme, il y a ces éléments-là à considérer.
Maintenant, au niveau du fond. Bon, on reconnaît que c'est un travail, déjà le thème, le sujet, c'est très pertinent, d'accord? Le sujet est pertinent et on voit bien qu'il y a un effort des étudiants dès le départ pour prendre en compte un certain nombre de contraintes dès le départ. Hein. Par exemple, contraintes en termes de coûts, connectivité, énergie, voilà. Mais quand même, il faut aussi annoncer, préciser dans le texte dès le départ, si le mémoire d'ailleurs, ça participe à une grande réflexion, parce que l'idée c'est de pouvoir se projeter. Je pense que les étudiantes ont déjà la réponse. Il faut au moins annoncer s'il s'agit d'un travail porté sur une solution déjà conçue, sur un prototype, ou s'il s'agit seulement d'un modèle de faisabilité. Hein? Donc ça, vraiment, dès le départ, il faut bien clarifier ça pour permettre au lecteur de se situer plus facilement. Ce qui n'est pas très clair dans votre texte. Bon, on a compris la problématique, les éléments de problématique. Quand on dit les éléments de problématique, on voit non seulement l'ensemble écrit, mais à la fois la question de recherche, hypothèse et objectif de recherche. Hein. Ce sont les éléments fondamentaux dans une problématique. Mais avant d'arriver à ces éléments-là, il y a tout un argumentaire à développer. Voilà. Donc oui, on a compris qu'il y a une logique derrière cette construction ou derrière dans l'introduction, c'est bien, mais il faut mieux montrer, par exemple, comment chaque hypothèse, même si vous pouvez l'annoncer hein, dans l'introduction, mais développer tout ça dans le chapitre 3, par exemple, comment chaque hypothèse est testée. Hein, à partir de quelles données empiriques? Si vous avez des hypothèses, vous aurez à vérifier ces hypothèses. Donc, c'est déjà, quand je dis déjà dans l'introduction, quand vous présentez niveau de méthodologie, la personne, merci de couper le micro, s'il vous plaît. Donc, il faut aussi regarder cet aspect-là. Hein, puisqu'on a annoncé des hypothèses, il faut aussi, dans la méthodologie, montrer comment on va faire, donc sur quoi on va s'appuyer pour pouvoir les vérifier. Au niveau théorique, c'est là encore, c'est un travail intéressant, d'accord? Moi, j'ai bien aimé des auteurs voilà, hein, qui traitent le modèle économique, par exemple, et aussi au niveau de tout ce qui touche l'informatique hein, ou l'acceptation technologique, hein, plus clairement. Mais il faut mieux structurer hein, la littérature, hein, cette revue de littérature. C'est-à-dire, il y a des affirmations, d'accord, qu'il faudra toujours associer aux sources, hein, puisque c'est pas à vous des fois, et c'est pour ça qu'on a dit dans le cours de méthodologie, quand on fait une citation directe ou indirecte, il faut renforcer le travail en citant l'auteur. Donc ça manque hein, certaines fois, et ça manque hein, dans le travail. Il faut aussi, à mon avis, il y a une notion clé qu'il faudra vraiment approfondir hein, ou mieux définir. Il s'agit de la souveraineté technologique. C'est très important comme notion, mais il faut vraiment bien expliciter celle-ci dans le travail. Sur le plan méthodologique, on a apprécié aussi le fait de bien préciser Jacmel comme terrain d'investigation, mais il y a quand même plusieurs incohérences qu'on doit souligner. Hein? D'abord, le mémoire annonce 20 entretiens, d'accord? On parle d'un questionnaire auprès de 6 écoles, d'accord? Et
c'est pas toujours clair hein, dans les résultats quand on présente ces éléments-là. Donc, merci de nous préciser. Alors là, tout de suite, mais dans le texte, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Le nom exact d'école, de directeur et de gestionnaire interrogé. Ce serait vraiment bien de préciser ça. Il faut préciser également comment, sur quelle base, hein, les critères de choix, hein, le mode d'échantillonnage, puisque si c'est 6 écoles, eh ben 20 répondants, bon, il faut nous dire comment on a fait justifier le choix de l'échantillon. Et il faut préciser dans le texte la période d'enquête, parce qu'on ne peut pas, même si on veut, voilà, la chose, mais l'enquête s'est déroulée à un moment donné. C'est pas, voilà, donc il faut préciser ces éléments-là. Il faut préciser les critères d'inclusion hein, et les limites de représentativité. Hein, c'est-à-dire, si je travaille sur 6 écoles, la première école, bon, pourquoi cette école? Pourquoi, je ne sais pas moi, 2, 3, 4, 5 personnes hein, issues de cette école-là, etc. Il faut justifier ça, ça manque, ça aurait pu renforcer votre travail. Je vous invite à le faire. Autre élément maintenant sur les données, on trouve que les résultats sont en tout cas intéressants. On voit bien qu'il y a une forte dépendance au papier. Bon, ok, ça peut être une bonne chose également. Hein? Ou ça peut ne pas l'être. Il faut toujours justifier l'intérêt pour le numérique des personnes interrogées, c'est vrai, etc. Donc, il y a un certain nombre de résultats qui sont quand même de nature à valider les hypothèses, à vérifier les hypothèses de préférence. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est il faut revoir la présentation des résultats, hein, parce que il manque des tableaux. Hein? Il manque des tableaux. Vu tout ce que vous avez annoncé, il aurait été mieux de présenter plusieurs tableaux. D'accord? Et les résultats, il faut vérifier hein? Aussi, parce qu'on a dit le corps de l'illustration doit contenir des éléments fondamentaux. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas présenter des résultats incomplets. Hein? Il faut faire vraiment très attention. Ça aurait été bien d'utiliser, par exemple, des extraits d'entretien, par exemple, et tout de suite par la suite, vous analysez, vous interprétez hein, et les extraits d'entretien que vous avez menés. Hein, il faut expliquer les calculs de pourcentage, parce que ce qui est le grand problème avec les étudiants, ils font souvent l'analyse pour eux, oui, il y a X pourcentage, etc., mais ils n'interprètent pas. Ils ne disent pas, les étudiants, de manière générale, vous deux en particulier, il manque vraiment le côté, ce côté-là, hein, l'interprétation des résultats. Et surtout, il s'agit de 6 écoles. À un moment donné, eh ben, certainement, il y a une analyse comparée qu'il faudra faire. Hein? C'est-à-dire préciser je ne sais pas moi, la différence des convergences, etc., entre les écoles. Qu'est-ce qui explique la différence entre grandes écoles et écoles de quartier ou voire même écoles rurales? Il serait bien de renforcer ce côté-là et tout en utilisant, tout en exploitant les données collectées. Voilà, pour ce qui a trait à... moi, je trouve que c'est un travail qui a du potentiel. J'aurai quelques questions, Madame la Présidente, et je vais m'arrêter là, puisqu'on a déjà vu à la fois le fond et la forme. Alors, j'aurai 3 petites questions. Alors, la première question, pourquoi avez-vous retenu Jacmel comme terrain d'étude et en quoi cette commune, en particulier, cette commune peut-elle représenter les contraintes éducatives
haïtienne. Pourquoi Jacques Mel et pourquoi Jacques Mel pourrait permettre de comprendre ce qui se passe globalement en Haïti. C'est ma première question. J'espère qu'elle note. Hein? Ça vous va? Il faut utiliser, je ne les vois pas sur la caméra. Ça va? Bon, là maintenant, je vous vois. Voilà, la deuxième question. Votre mémoire évoque 20 entretiens et un questionnaire auprès d'environ 6 établissements. OK? Pouvez-vous préciser le nombre exact des participants et la base de vos pourcentages? Sur quelle base vous faites ces pourcentages-là dans le texte? Troisième question. Je pense que je vais ajouter une quatrième question puisque vous êtes deux. Hein? Alors, troisième question. Disons qu'on se met dans la peau d'un directeur, hein, qui serait méfiant, hein, qui n'aime pas la technologie du tout. Comment convaincre ce directeur-là, ce directeur d'école méfiant, à l'égard du numérique, hein, pour que ce dernier puisse adopter cette solution, votre solution? Et puis, une dernière question juste pour la route. Puisqu'on a parlé, on a bien compris qu'il y aura des données, des informations sur les élèves, etc. D'accord? Comment garantir la sécurité et la confidentialité des données scolaires des élèves? Voilà, Madame la Présidente, voilà, je m'arrête là. J'attends les réponses. Merci. Merci, Merci vivement la richesse du débat, la pertinence des observations, la rigueur de la question. On peut dire que la richesse, c'est la richesse. Gambie, la parole est à vous. Nous vous écoutons. Vous avez la parole, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la parole. D'accord, merci madame. Alors, pour répondre à la première question, on a retenu Jacques Mel parce qu'elle constitue un terrain représentatif à échelle réduite des principales contraintes du système éducatif haïtien, comme déficit énergétique, hétérogénéité des établissements et capacité de paiement fragmentée. Aussi, Jacques Mel permet d'observer des dynamiques transposables à de nombreuses villes secondaires du pays, ce qui correspond à la majorité du territoire éducatif haïtien. Vous terminez? On a terminé avec la première question. Maintenant, on passe à la seconde. Au fait, nous avons fait choix de ce nombre d'échantillons parce que notre démarche, c'est une démarche qui est explicitement exploratoire et qualitative et non statistique. Donc, l'objectif, ce n'était pas de produire une généralisation représentative, mais de comprendre en profondeur les logiques, les contraintes et les acteurs de terrain. 20 entretiens semi-directifs et combinés à un questionnaire sur 6 écoles et triangulés avec la revue documentaire permettent donc d'atteindre une saturation de thèmes récurrents, ce qui est suffisant pour ce type de recherche. Donc, c'est pourquoi nous avons assumé cette limite et nous l'avons mentionné comme piste de recherche future à travers une étude quantitative à plus grande échelle. Oui, mais dans votre texte, dans votre texte, il faut justifier le choix de ces écoles. Ce n'est pas tant le nom, il faut bien clairement justifier pourquoi telle école plutôt que telle autre école. Il faut également justifier le choix
des répondants dans chaque école. Il faut, hein, donc il faut toujours justifier sa main dans le travail. C'est pourquoi je vous dis vraiment de revoir cette partie-là. Pour la troisième question, pour convaincre un directeur d'établissement à adopter les solutions du numérique, nous aurons mis l'accent sur les bénéfices concrets, donc gain de temps, réduction des erreurs administratives et meilleure organisation des données, et favoriser aussi une communication plus rapide avec les parents et améliorer le suivi des élèves. Donc, nous proposons également une formation et un accompagnement afin de faciliter la transition et réduire les résistances au changement. Pour la quatrième question, on peut dire que la sécurité des données peut être garantie grâce à des comptes utilisateurs protégés par des mots de passe, au chiffrement des données, à des sauvegardes régulières, aussi à une gestion des droits d'accès, selon les rôles et au respect des règles de confidentialité, afin que seules les personnes autorisées puissent accéder à ces informations. Merci. Très bien. Au fait, je me permets, Madame la Présidente, assez rapidement, il faut bien comprendre, hein, quand on propose ce genre de solutions, il faut montrer aussi ou justifier par rapport aux contraintes. Il faut vraiment insister là-dessus, parce que non seulement vous avez parlé du coût, hein, donc un directeur qui est réticent, des fois c'est parce que ben, aussi ça peut coûter cher, hein, et ce changement-là. Aussi, par rapport à les grandes infrastructures énergétiques et tout, la solution no-code, puisque c'est hébergé ailleurs, permet aussi à quelqu'un avec un faible investissement de départ pouvoir y accéder aussi, etc. Donc, dans le texte, il ne faut pas non plus négliger, hein, cette analyse, hein, par rapport à cette solution proposée. OK? Merci, Madame la Présidente. Je m'arrête là. Merci. Monsieur le rapporteur de commission, nous passons la parole au frère Samuel, chers collègues de Covid, à nous préparer de commentaires. Oui, mais merci, Madame la Présidente. Bon, je crois que l'essentiel a été dit concernant le travail. Le travail a été mené de façon soutenue et de façon correcte. Bien entendu, comme tous travaux, on peut toujours améliorer le travail, surtout que elles ont toutes les deux à relire le document afin d'enlever quelques coquilles et quelques imperfections. Mais globalement, quand je leur donnais à corriger quelque chose, je peux dire qu'il n'y a pas eu disparition de plusieurs jours avant de réapparaître. Donc, il n'y a pas eu disparition et réapparition. Hein? Donc, le travail a été assez soutenu, assez régulier. Hein? Rien n'est parfait. Elles ont encore à améliorer et prendre en compte les remarques de fond que le président a soulevées, que le rapporteur même a soulevées. Donc, moi, Madame la Présidente, je ne peux que féliciter les deux étudiants, les deux étudiantes. Merci. Ton micro est fermé, Marie, ton micro est fermé. Merci, monsieur le candidat. Monsieur le rapporteur, vous avez 30 secondes. Non, ça va pour moi et c'est vraiment, j'ai pris plaisir à Bien, voilà. Merci beaucoup. Vous avez 30 secondes. Alors, pour finir, nous voulons remercier l'IUS pour cette expérience universitaire hors pair et puis nous continuerons de le porter
sur nos cœurs et sur nos lèvres. Merci beaucoup. Ok, merci. Je tiens à féliciter nos deux étudiants, Gerville et Bastille, pour la qualité de leur éducation et l'effort pratique qu'elles ont déployé sur le modèle économique. Les résultats vont particulièrement s'intéresser le service. Et le directeur de mémoire pour l'encadrement et l'obligation à étudier la sécurité officiellement. Merci. Merci d'arrêter l'enregistrement, chers collègues. On a fait.